Qui est FAC? Ce que nous sommes est avant tout ce que vous êtes. Vous vous investissez à fond dans votre entreprise et nous aussi, car nous sommes le seul prêteur entièrement dédié à l'agriculture et à l'agroalimentaire au Canada. Que vous souhaitiez démarrer, agrandir ou transformer une entreprise agricole ou agroalimentaire, nous pouvons vous aider. Plus qu'un simple prêteur, nous sommes un allié, un catalyseur et nous sommes là à chaque étape de votre parcours. C'est ce que nous sommes. FAC, rêver, bâtir, réussir. Bonjour et bienvenue à l'événement Rapport FAC Valeurs des terres agricoles. Bientôt, nous allons entendre des informations pertinentes présentées par Jean-Philippe Gervais, vice-président et économiste en chef chez FAC. Je m'appelle David Parker et je suis directeur de programme aux événements chez FAC et je serai votre animateur pour la prochaine heure. Je me joins à vous à partir de mon bureau à Regina en Saskatchewan et j'aimerais souligner que je me trouve sur les terres traditionnelles des nations Cri, Ojibwa, Saulteaux, Dakota, Nakota, Lakota et Métis. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues. FAC honore et respecte la diversité, la force et la contribution de tous les peuples autochtones, et cela dans un esprit de réconciliation et de collaboration. Partant sur le thème de collaboration, en fait, j'aimerais lancer un appel à vous, chers participants, de poser vos questions durant la présentation de M. Gervais dans l'application Slido qui se trouve à la droite de votre écran. À la suite de la présentation, je serai en mesure de revenir à l'écran et lui poser quelques-unes de vos questions. Sur ce, j'invite maintenant M. Gervais, vice-président et économiste en chef, de se joindre à nous. Bonjour, M. Gervais. Oui, bonjour. On peut se tutoyer, David, sans faute. OK, cool. Merci. En fait, le stage est à toi, Jean-Philippe, puis je reviens tantôt avec des questions. Merci beaucoup, David. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être à l'écoute de la présentation de notre rapport sur la valeur des terres agricoles pour 2021. Donc, ça fait un peu le rapport fait le survol des tendances et des résultats que l'on a collectés tout au long de l'année 2021. Et aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est bien sûr faire un bref survol dans la première partie de la présentation, mais surtout dans la deuxième partie, expliquer et faire le survol des tendances derrière les résultats et peut-être aussi, surtout, garder un œil sur 2022 parce que je sais que c'est certainement une question qui est à l'esprit de plusieurs. Qu'est-ce qui va se passer pour 2022? Donc, on va sortir notre plus belle boule de cristal et puis regarder ce qui se passe présentement sur les marchés pour essayer de comprendre les possibilités et les prévisions pour 2022. Ceci étant dit, il y a énormément de détails à l'intérieur de notre rapport qui, malheureusement, je n'aurai pas le temps ni l'information. Je vous dis, il y a tellement de détails que personnellement, je ne connais pas les chiffres par cœur pour toutes les régions du Canada. Il y a énormément de détails qui sont disponibles sur le site web à fac.ca. Vous serez en mesure d'accéder au rapport de la valeur des terres facilement et aussi d'avoir une carte interactive qui vous permet de plonger à l'intérieur de différentes régions du Canada et de voir aussi non seulement les tendances en termes d'augmentation moyenne en pourcent, mais aussi d'avoir des données sur le prix des terres moyens et aussi les intervalles, si on veut, de prix qui ont été observés pour l'année 2021. Donc ça permet d'avoir beaucoup d'informations sur ce qui se passe sur le marché agricole. Donc, je le disais en première partie de la présentation, je veux faire le survol de ce qui s'est passé en 2021. Et pour ça, je vais essayer de mettre sur la prochaine diapo, avancer à la prochaine diapo. C'est moi qui contrôle. Donc, je devrais être capable de faire ceci. Donc, cette diapo aussi fait le survol des résultats de chaque région au Canada ou chaque province au Canada. Et comme je le disais, sur le site web, vous avez des détails par rapport à des régions à l'intérieur de chaque province. Donc, l'augmentation moyenne au Canada était de 8,3. Elle était en 2021, elle était de 5,4 en 2020 et de 5,2 en 2019. Et donc, ça, je pense que ces chiffres-là expliquent un peu le phénomène que l'on voit présentement, c'est-à-dire qu'il y a une certaine accélération du rythme d'augmentation. Les terres agricoles ont augmenté on continue d'augmenter, et ça depuis de nombreuses années. Mais ce rythme-là d'augmentation avait commencé à diminuer, je dirais, dans les années 2017, 2018, même pour monter à 2016.
Mais là, dans les 3 dernières années, on a vu une augmentation du rythme d'appréciation de la valeur des terres. Et donc, on ira essayer de gratter un peu derrière tout ça, de voir qu'est-ce qui se cache derrière cette augmentation, du rythme d'augmentation. Si je fais un bref survol, vous avez les résultats devant vous. Les résultats par province sont assez différents. Il y a des provinces qui ont enregistré des très fortes hausses. On peut penser à l'Ontario, par exemple, la Colombie-Britannique, alors que certaines provinces ont enregistré de plus faibles hausses, l'Alberta étant un exemple. Il faut aussi noter que lorsqu'on parle de moyenne nationale, le 8,3 cette moyenne-là est une moyenne pondérée en fonction des superficies cultivées à l'intérieur de chaque province. Donc, une province comme la Saskatchewan compte environ pour un poids de 45 étant donné son poids dans les superficies cultivées en grande culture, etc., en production végétale. Donc, elle a un poids, la Saskatchewan a un poids énorme dans le calcul de la moyenne nationale. C'est pour cette raison que, historiquement, si vous regardez les résultats des années passées, la Saskatchewan ne sera jamais très loin de la moyenne nationale parce qu'elle a un poids énorme en termes de superficie. L'Alberta se rajoute. Donc, si on regarde l'Alberta et la Saskatchewan ensemble, ça donne à peu près 75 des superficies qui ont été cultivées. Le Québec, par exemple, est à 4,5 Donc, si on regarde par région maintenant, on commence de l'Est pour aller vers l'Ouest. Si on regarde dans l'Atlantique, bon, Terre-Neuve et Labrador, on a encore peu de données en tout cas, ça fait quelques années déjà qu'on n'est pas capable statistiquement, de façon effective, de calculer un taux d'augmentation moyen parce que les données ne sont pas assez nombreuses pour pouvoir le faire avec confiance. Dans les autres provinces de l'Atlantique, je pense qu'il y a une chose à réaliser. Si on regarde l'île du Prince-Édouard ou encore la Nouvelle-Écosse entre 12 et 13 de taux d'augmentation. L'île du Prince-Édouard en 2021, une augmentation moyenne de 15 Bien, je pense qu'une des choses à réaliser, et puis ça, on le voit pour plusieurs régions, lorsqu'on commence à aller dans des régions plus petites, bien, il faut souvent avoir une perspective un peu plus longue, si on veut, de ce qui se passe, et pas juste regarder sur une année, mais regarder sur 2 ans, sur 3 ans. L'île du Prince-Édouard est un bon exemple. À 15 d'augmentation en 2021, c'est une augmentation qui est assez appréciable. Par contre, en 2020, on avait une augmentation entre 2 et 3 Et puis après ça, en 2019, 22 Donc, si on le prend sur une période un peu plus longue, oui, ça fait quand même un taux d'augmentation annuel assez important. Mais ça, je pense que c'est un des messages clés si on regarde les résultats pour les provinces de l'Atlantique, de ne pas s'arrêter simplement aux résultats annuels, mais de regarder sur une plus longue période. Et puis ça s'applique pour différentes régions au Québec et j'aurai l'occasion d'y revenir. Donc ça, c'est la première chose. Le marché des terres est un marché dynamique et il y a vraiment une diversité d'acheteurs si on parle des provinces de l'Atlantique. Il y a aussi, dans certains cas, pour certaines transactions, des acheteurs qui viennent d'autres provinces, par exemple l'Ontario, où le prix des terres moyen est beaucoup plus élevé qu'en Atlantique. Et ça crée une pression du côté de la demande. Somme toute, lorsqu'on regarde ce qui se passe pour le marché des terres agricoles, il y a 2 facteurs c'est une question d'offre et de demande. Hein. Il y a 2 facteurs qui supportent une demande forte. Premièrement, les revenus agricoles qui ont continué de grimper en 2021 et deuxièmement, la faiblesse des taux d'intérêt. Du côté de l'offre, je pense que c'est un facteur aussi qui est déterminant pour plusieurs régions à travers le Canada, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'offres de terres disponibles. Et quand ces terres-là deviennent disponibles sur le marché, bien, ça crée un phénomène d'enchère qui pousse à la hausse. Et donc, pour moi, là, un exemple probant d'offre et de demande. Et du côté de l'Atlantique, bien, il y a une diversité des acheteurs de ce côté-là par type de production, etc. Et encore beaucoup d'une disponibilité des terres qui est limitée. Si on va vers le centre du Canada, bien, le Québec a enregistré 10 d'augmentation en 2021. Ça fait suite à 7,3 en 2020, 6,4 en 2019. Donc, je pense que le Québec est une illustration parfaite de ce que je discutais au tout début, c'est-à-dire une augmentation du taux d'appréciation et on ira derrière les facteurs derrière ceci, mais une augmentation de la vitesse du taux d'appréciation de la valeur des terres dans les dernières années, comparativement, par exemple, aux années 2016, 17 et 18 et 19. Donc, au Québec, 10 en Ontario, 22,2 L'Ontario est vraiment un cas que je dirais en quelque sorte assez surprenant dans le sens où, si on regarde les revenus en grande culture, ces revenus-là ont été en quelque sorte stables entre 2020 et 2021. Donc, il n'y a pas eu une augmentation de revenus assez importante. Par contre, on voit une augmentation très importante en Ontario de la valeur des terres. Et contrairement à certaines années où on a déjà enregistré des gains importants en Ontario, bien, ce gain-là de 22,2 s'applique à
pratiquement toutes les régions en Ontario, pas simplement les régions où le prix des terres est moins élevé, puis on voit un certain rattrapage sur le prix des terres qui est moins élevé. Donc, en pourcentage, ça peut faire un gros pourcentage, mais en dollars, ça restait dans les années passées quelque chose de quand même pas si appréciable que ça. Mais présentement, en 2021, c'est-à-dire c'est vraiment une augmentation de la valeur des terres qui est généralisée en Ontario, région où les terres sont très dispendieuses. Ça ne fait pas de différence. L'augmentation est vraiment uniforme, quand même assez uniforme à travers la province. Alors qu'au Québec, il y a quand même certaines différences. Mais ces différences-là, puis j'aurai l'occasion d'y revenir, ces différences-là sont aussi fonction de ce que je mentionnais au tout début. C'est-à-dire que dans les régions où on a eu une forte augmentation, bien, il est peut-être normal maintenant de voir en 2021 une augmentation moindre que qu'est-ce qu'on avait mis en 2020, alors que d'autres régions vont faire un certain rattrapage. Par exemple, la région Chaudière-Appalaches au Québec est une de ces régions-là où il y a un certain rattrapage en 2021, alors qu'en 2020, on avait moins d'augmentation ou encore une augmentation moindre que les régions limitrophes là, par rapport à Chaudière-Appalaches. Donc, ça, c'est des choses à considérer aussi. Si on fait maintenant un survol de l'ouest du pays, bien, je pense que l'histoire numéro 1 ou la plus importante pour l'ouest du pays a été les défis météorologiques enregistrés en 2021. On a eu une sécheresse très, très, très importante dans les provinces des Prairies, Manitoba, Saskatchewan et Alberta, une sécheresse qu'on n'avait pas vue depuis de nombreuses années. Ceci étant dit, on avait eu quand même des années assez difficiles dans les 5 dernières années là, du côté de la météo. Mais la sécheresse de 2021 a été énorme. On a eu une diminution dans certaines cultures de l'ordre, si on regarde les données globales dans leur ensemble, de 40 de la production. Alors qu'en Colombie-Britannique, on a eu des inondations qui ont fait les manchettes, des inondations très extrêmes, qui ont perturbé beaucoup le transport des marchandises, qui ont perturbé beaucoup les opérations dans certaines régions spécifiques de la Colombie-Britannique. Ceci étant dit, en Colombie-Britannique, on a eu une augmentation de 18 légèrement supérieure à 18 en 2021. Encore une fois, je pense que la diversité des types d'opérations fait en sorte qu'on a un profil d'acheteur qui n'est pas nécessairement unique. C'est difficile de mettre le doigt sur un profil d'acheteur typique en Colombie-Britannique, étant donné la diversité de la province en termes de production agricole. Et encore une fois, la disponibilité des terres qui est très faible fait en sorte que ça pousse à la hausse des prix. Il y a bien sûr aussi un phénomène que je dirais d'exode des milieux urbains vers les milieux plus ruraux. Donc, ce phénomène-là d'agriculture à temps partiel, si on veut, qui n'est pas nécessairement nouveau, mais qui a été probablement renforcé, si on veut, par la pandémie. Cet exode-là des villes vers un peu plus les régions rurales, surtout lorsque les distances de transport ne sont pas trop élevées entre les milieux urbains et les milieux ruraux. Ça a un impact. Ça a eu un impact aussi assez important en Ontario, là, pour expliquer le 22,2 d'augmentation qu'on a vu en Ontario. Où on a eu des augmentations un peu moins significatives, et c'est en Alberta et en Saskatchewan, des provinces qui ont été frappées quand même assez fortement par la sécheresse, et donc des diminutions de production. La bonne nouvelle de ce côté-là, si on va regarder les revenus tantôt, mais du côté des revenus, bien la hausse de prix des grandes cultures a en quelque sorte compensé, plus que compensé même dans certains cas, la diminution de rendement. Et donc, ce qui fait en sorte que les revenus n'ont pas baissé, les revenus en grande culture n'ont pas baissé en 2021, malgré les conditions extrêmement difficiles et les rendements moindres qu'on a observés dans les prairies. Donc, ça fait le survol, si on veut, de ce qui c'est les résultats qui sont présents dans notre rapport. Je vous encourage à aller voir la description des différentes tendances dans chaque région du Canada. Mais si on regarde maintenant ce qui se passe du côté des facteurs qui expliquent la hausse de la valeur des terres. Donc, c'est une question d'offre et de demande. Du côté de l'offre, c'est pas vraiment de secret. Il y a une offre limitée, donc ça crée une certaine rareté. Du côté de la demande, bien, les facteurs déterminants sont les revenus agricoles et les taux d'intérêt. Si on regarde du côté des revenus, bien, 2022, c'est pas nécessairement, c'est quelque chose qui est bien connu maintenant. On a fait face à beaucoup de volatilité présentement. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les marchés ont été extrêmement volatiles. C'est le cas du blé. Si vous regardez les contrats à terme, donc c'est le contrat à terme avec l'expiration la plus proche. Présentement, vous avez vu que le prix du blé a grimpé énormément. L'Ukraine et la Russie est l'exportateur numéro 1 de blé. L'Ukraine est un important producteur aussi. Mais l'Ukraine est aussi un important producteur de maïs, par exemple, et le 4e exportateur de maïs dans le monde, après les États-Unis, l'Argentine et le Brésil. Est le 3e plus grand exportateur de canola. Donc, tout ce qui est oléagineux a une importance aussi sur le marché. Donc, tout ça fait en sorte que les marchés sont partis à la hausse. Mais une des choses à remarquer, je pense, dans les graphiques que vous voyez à l'écran, c'est qu'il
les prix avaient commencé à grimper avant le conflit. Si vous regardez le soya, je pense que c'est très clair, la demande pour l'huile végétale, que ce soit en raison de certains problèmes de production dans le monde, en Asie par exemple, pour ce qui est de l'huile de palme ou encore ce qui a trait à l'établissement de mandats pour des biocarburants ou biodiesel ou diesel renouvelable, par exemple, qui font en sorte que ça pousse à la hausse la demande pour l'huile végétale. La demande est très, très forte à un moment où les stocks sont à un prix, à un niveau très bas. Et ça, c'est une combinaison. Pardon, je vais me prendre un petit peu d'eau ici. Et ça, c'est une combinaison qui fait en sorte que les prix ont déjà été poussés à la hausse. Et puis après ça, maintenant, on vient rajouter depuis quelques semaines toutes les pressions qui sont liées aux perturbations des marchés, aux courants d'échange qui vont être perturbés et aussi même à la possibilité que l'Ukraine et la Russie ne puissent pas nécessairement produire les mêmes quantités qu'ils ont produites dans le passé, en faisant abstraction des fluctuations liées à la météo. Donc, en sorte, les prix sont élevés. On s'attend à ce que les prix demeurent élevés. C'est sûr qu'il n'y a personne qui peut prédire l'évolution du conflit, mais la demande est assez forte et ça va prendre, à tout le moins, beaucoup plus de production en 2021. Et puis là, je regarde du côté des États-Unis, par exemple, qui ont un potentiel de production énorme. Avant de connaître ce qui va se passer avec la récolte 2021, les prix vont demeurer élevés. Même si le conflit devrait se régler, pardon, même si le conflit devrait se régler ou se réglerait, il reste que les prix vont demeurer élevés, à tout le moins jusqu'à temps qu'on ait de plus d'informations par rapport à la récolte 2021. Et ça va prendre une grosse récolte pour pouvoir enlever de la pression sur les prix. Il n'y a pas vraiment d'autres facteurs qui pourraient enlever ou diminuer les prix. La Chine, par exemple, pourrait potentiellement réduire ses inventaires qui sont estimés à des niveaux très élevés, mais encore là, est-ce qu'elle va le faire? Et puis encore là, il y a beaucoup d'incertitudes quant au niveau exact de ces inventaires-là. Donc, il n'y a pas vraiment, à moins aussi d'une récession mondiale qui pourrait arriver si le conflit perdure présentement ou la guerre perdure, qui fait en sorte que les chaînes de distribution sont impactées, etc. Mais c'est difficile pour moi là, de voir une situation où les prix commencent à baisser en deçà des niveaux avant la guerre, avant, là, quelque part, au milieu 2021, lorsqu'on aura plus d'idées par rapport à la production attendue pour 2021. Ce qui fait en sorte que quand on met tout ça ensemble, on arrive à des prévisions de revenus qui sont les suivantes. Avant d'expliquer les prévisions pour 2022, juste un bref retour sur 2021. Je pense que dans une certaine mesure, si vous regardez le blé ou le canola, par exemple, les revenus de 2021 sont en hausse. Donc, malgré la diminution de la production qui a été jusqu'à 40 %, on a eu des livraisons plus importantes. Donc, il y a eu plus de livraisons effectuées à l'automne et à la fin de 2021 que normalement, malgré la faiblesse de la production, ce qui fait en sorte que pour 2022, il va y avoir moins de livraisons d'effectuées. Et aussi 2022, il faut comprendre qu'en 2022, on met en marché la production de 2021 et une partie de la production de 2022. Il y a beaucoup d'incertitudes par rapport à quelle va être la production en 2022. Mais si on fait des hypothèses de rendement moyen, on fait des hypothèses où les ensemencements vont évoluer en fonction des prix relatifs. Si les prix sont plus avantageux pour un certain type de culture, bien, il y a la possibilité que certaines entreprises changent un peu leur plan de rotation, etc., pour aller chercher un revenu additionnel. Mais somme toute, il n'y a pas beaucoup de variations d'année en année. On n'assistera pas à des grosses variations parce que les plans de rotation ont une importance c'est très important pour l'estimation des superficies pour 2022. Mais vous voyez qu'en 2021, l'augmentation des prix par rapport aux moyennes de 5 ans, par rapport à l'année 2019, par rapport à l'année 2020, a créé beaucoup de zones où les revenus ont augmenté. Si on regarde le canola, une augmentation des revenus bruts dans ce cas-ci. Donc, on parle de revenus bruts de 17,4 %, dans le blé, 15,9 %. Donc, des revenus appréciables qui expliquent, selon moi, la forte demande pour les terres agricoles et l'augmentation de la valeur des terres qu'on a enregistrée pour 2021. Maintenant, si on regarde, et puis vous voyez que, par exemple, pour les lentilles ou encore les pois, où on n'a pas eu l'augmentation de prix pour compenser la perte de rendement, bien, c'est là qu'on voit qu'on enregistre des pertes de rendement. Le soya est un cas assez aussi en 2021. Là, vous voyez, si vous regardez le soya pour 2021, en Ontario, on a vu des pertes en Ontario, et alors qu'au Québec, on a vu un certain gain du côté des revenus. Donc, on a vu en Ontario et au Québec pour le soya une situation quelque peu différente pour ce qui est des revenus dans le soya.
Mais ce qui est important maintenant pour 2022, parce qu'au Québec, en grande culture, les revenus ont augmenté de plus que 12 pour les grandes cultures. Donc, il y a eu une augmentation des revenus, ce qui explique aussi l'augmentation de 10 de la valeur des terres. Si on regarde, par exemple, les prévisions pour 2022, bien, c'est là que les choses deviennent intéressantes et compliquées. J'ai mis deux types de chiffres. La première colonne pour 2022, c'est des prévisions qui ont été effectuées au milieu janvier, donc avant la guerre en Ukraine, avant qu'on connaisse les plans de la Russie pour l'Ukraine, etc. Il y avait déjà une certaine anticipation sur les marchés, mais ce n'était pas clair qu'on se ramasserait dans la situation où on est présentement, malheureusement. Donc, si on regarde les prévisions, bien, on voit que pour le canola et le blé, somme toute, on pensait que les prix allaient être probablement au même niveau, qu'on allait avoir en 2022 des rendements moyens supérieurs à ce qu'on avait eu en 2021, mais comme on avait des livraisons en 2022 pour la récolte 2021 qui allait être moindre, bien, tout ça faisait en sorte que ça s'égalisait en somme toute. C'est-à-dire qu'on arrivait avec des revenus qui étaient stables, malgré les prix élevés. Donc, la faible récolte de 2021 faisait en sorte qu'on n'était pas capable de capitaliser sur les prix élevés. Par contre, maintenant, avec la hausse des prix que l'on voit présentement sur le marché, regardez maintenant la dernière colonne à l'extrême droite, c'est les prévisions qui ont été effectuées au début mars, donc après que les prix aient réagi sur les marchés à terme, et on voit des fortes augmentations. Maintenant, le canola devient extrêmement positif, le blé devient positif à 10 d'augmentation. Sur une augmentation qui était à 15,9 en 2021, c'est excessivement fort comme revenu brut prédit pour 2022. Personnellement, il y a tellement d'incertitudes. Les marchés sont inversés. Les marchés à terme sont inversés présentement. Donc, les prix à l'automne sont moins élevés que les prix pour les contrats à livraison immédiate. Si le conflit perdure, etc., probablement que les prix vont commencer à l'automne, pour les contrats à terme d'automne vont commencer à augmenter à un certain moment, mais le marché est inversé. Le marché a besoin de production, de livraison maintenant, et c'est pour ça qu'on a un marché fortement inversé. Mais ces prix-là à l'automne pourraient augmenter si le conflit ne se règle pas dans un horizon de quelques mois ou quelques semaines. Beaucoup d'incertitudes à ce niveau-là. Regardez le maïs, l'augmentation des prix a un effet spectaculaire sur le revenu potentiel à 43,3 %. Personnellement, j'aurais beaucoup plus de facilité, je serais beaucoup plus à l'aise de prendre la colonne milieu janvier pour faire des prévisions à l'intérieur de mon entreprise. Oui, il est possible d'avoir des rendements moyens, des rendements intéressants pour la récolte 2022, d'avoir des prix qui continuent à grimper pour le maïs. 43,3 %, je pense qu'il faut l'utiliser plus comme potentiel le plus élevé. C'est-à-dire, voici, là, en anglais, on dit upside, voici le potentiel de voir les revenus au plus élevé, alors que je pense que des prévisions plus réalistes feraient état d'une augmentation de l'ordre de 15 % des revenus pour 2022. Dans le soya, on a un peu le même phénomène, moins que, par exemple, pour le maïs, mais encore une fois, 9,9 % de prévision de revenus au milieu janvier. Avec l'augmentation des prix qu'on a vécu dans les dernières semaines, on arrive avec des prévisions beaucoup plus agressives en termes de revenus. Comme je le disais, je veux que ce soit clair, pour moi, présentement, je serais beaucoup plus à l'aise dans l'entreprise de prendre des prévisions qui sont somme toute positives. Si on regarde la troisième colonne, là, celle du milieu janvier, puis juste, je pense qu'avec mon écran, je suis capable, avec mon curseur, d'aller vous montrer, là, c'est ces colonnes-ci ici dont je parle, de prendre ces prévisions-là qui sont somme toute positives et qui sont beaucoup plus conservatrices qu'utiliser la volatilité que l'on a vécue dans les marchés là, depuis quelques semaines qui amène beaucoup d'incertitudes. Les marchés semblent vouloir maintenant se stabiliser, mais ça pourrait prendre un événement quelconque dans le conflit présent pour faire partir les marchés à la hausse ou à la baisse. Donc, il y a encore beaucoup d'incertitudes de ce côté-là. Mais encore une fois, les prévisions sont optimistes. Les prévisions sont optimistes parce que la demande est forte. Et faisons abstraction du conflit, la demande est forte et les inventaires sont bas. Ça, c'est fondamental comme ce qui se passe sur les marchés. Un des deuxièmes facteurs qui a de l'importance, c'est les taux d'intérêt. Et je veux en parler parce qu'il y a beaucoup de questions à ce niveau-ci, à ce sujet-là, pour ce qui a trait aux taux d'intérêt. La Banque du Canada a fait grimper les taux d'intérêt depuis déjà déjà une augmentation de la Banque du Canada donc au début mars. On a vu donc qu'avec les pressions de l'inflation présentement, la Banque du Canada a décidé d'augmenter son taux directeur de 0,25 %, une première augmentation.
une première de plusieurs autres. Donc, combien d'augmentations va-t-on voir de la part de la Banque du Canada? Je dirais que présentement, je dirais que j'en anticiperais 4 autres augmentation au minimum de la Banque du Canada, donc ce qui donnerait un taux directeur 1,25 supérieur en 2022 à ce qu'il était en 2021. Mais je pense que ce que vous voyez à l'écran est important parce que c'est probablement les statistiques reliées au coût moyen d'emprunt pour entreprise. Donc, ce n'est pas juste en agricole, en agroalimentaire, c'est pour tout secteur confondu, c'est les données de la Banque du Canada. C'est les taux d'intérêt pour tout type d'emprunt. Donc, court terme, long terme, taux fixe, taux variable, etc., en faisant une moyenne de tout ça. Et vous voyez que, je le disais, la première augmentation de la Banque du Canada a été au début mars de cette année, donc il y a quelques semaines. Mais vous voyez que la ligne bleue à l'écran, elle, a commencé à grimper avant le début mars. Donc, les marchés ont commencé à anticiper en fonction des données sur l'inflation, etc., ont commencé à anticiper que la Banque du Canada allait relever ses taux. Et on n'a pas besoin de voir la Banque du Canada agir pour voir les taux d'intérêt grimper. Les taux d'intérêt de long terme, en fait, ont commencé à grimper au printemps 2021. Donc, si une entreprise avait commencé à surveiller les taux d'intérêt de long terme, bien, ces taux d'intérêt-là sur les marchés financiers, les obligations, que ce soit du gouvernement, des entreprises, etc., bien, ces taux d'intérêt-là, par exemple pour une obligation 5 ans, ces taux d'intérêt-là avaient commencé à grimper déjà au printemps 2021. Je pense que ça a commencé à faire grimper la moyenne des coûts d'emprunt. Pas encore une augmentation spectaculaire, loin de là. On parle de peut-être quelque chose comme 50 points de base, 0,5 %, mais on a eu une augmentation déjà. Il va continuer d'avoir une augmentation. Au fur et à mesure que la Banque du Canada va relever son taux directeur, les marchés vont commencer à regarder ce qui se passe du côté de l'inflation. Si ces hausses-là envoient un signal crédible que l'inflation va commencer à ralentir, et moi, je pense que les taux d'intérêt de long terme vont rester au niveau où ils sont. Ils sont légèrement supérieurs. Ils sont supérieurs un peu, d'à peu près un quart de pourcent à 1,5 % par rapport à où ils étaient avant la pandémie. Donc, on est déjà dans un environnement où les taux de long terme sont légèrement supérieurs à ce qu'ils étaient avant la pandémie. Mais si les marchés financiers réalisent que la Banque du Canada a du succès à ralentir un peu l'inflation avec ses hausses de taux, je pense que les taux de long terme vont rester où ils sont. Et si la Banque du Canada n'a pas de succès, après une hausse, 2 hausses, 3 hausses, c'est là qu'on va voir les marchés financiers réagir et probablement commencer à ajuster à la hausse des taux d'intérêt. Ça, c'est l'aspect, je dirais, le scénario plus inflationniste de voir des hausses de taux d'intérêt. Je m'attends à 4 autres hausses de taux d'intérêt de la Banque du Canada, mais je pense que la leçon ici, c'est de comprendre que les taux de long terme sont déjà au niveau où ils étaient avant la pandémie et pourraient grimper encore. Ça, c'est le scénario plus inflationniste où on n'est pas capable de contrôler l'inflation. Il y a un autre scénario présentement en lien avec le conflit et la guerre en Ukraine, c'est-à-dire que cette guerre-là va avoir des conséquences. Elle a déjà des conséquences. On regarde le prix des commodités, s'il y a quelque chose qu'on comprend en agriculture, c'est bien ça, mais il y a d'autres commodités, que ce soit les minerais, que ce soit l'énergie, bien sûr, etc. On voit ces prix-là partir à la hausse. Et ça va ralentir certaines économies dans le monde. Et s'il y a un ralentissement important, bien, probablement que ça va créer un certain ralentissement de la demande et puis probablement ralentir les pressions inflationnistes. Donc, peut-être que les banques centrales n'auront pas à augmenter les taux d'intérêt autant si on s'en vient vers une récession causée par le conflit, causée par l'inflation qui est déjà haute présentement. Donc, il y a un autre scénario où on pourrait ne pas voir des hausses de taux d'intérêt très significatives. Mais en termes de court terme, je suis assez confiant de dire qu'on pourrait voir 4 autres hausses de taux d'intérêt de la Banque du Canada. Certains croient 5 autres hausses de taux, donc c'est aussi à considérer. Nous autres, on travaille avec l'hypothèse qu'il y aura 4 autres hausses de taux d'intérêt de la Banque du Canada. Mais c'est encore là, c'est de vérifier vraiment où on en est présentement en termes de risque financier, de comprendre le risque auquel l'entreprise s'expose par rapport au portefeuille de prêt dont elle dispose, de regarder son endettement à court terme, son endettement à long terme, et de bien se positionner pour être en mesure de faire face à une hausse de taux d'intérêt qui va arriver. Dans le court terme, je dirais qu'il y a une très, très forte probabilité de voir les hausses de taux encore. Dans le long terme, c'est là la question. Il y a vraiment un autre scénario où si on n'est pas capable de contrôler l'inflation, on pourrait voir les taux d'intérêt grimper à plus long terme. Donc, on va voir maintenant comment les marchés financiers vont se positionner. Et un des facteurs qui explique aussi la hausse de valeur des terres, puis
j'ai parlé beaucoup de 2022, mais si on revient à 2021, et vous regardez, là, juste après janvier 2021, en moyenne, les taux d'intérêt n'avaient jamais été aussi bas au Canada qu'au tout début, là, l'hiver 2021. On avait des coûts d'emprunt qui n'avaient jamais été historiquement à ce niveau-là, donc les coûts les plus bas. Et puis, on a vu commencer déjà au printemps une certaine hausse qui s'est matérialisée dans la deuxième moitié de 2021 et qui va continuer là, pour 2022. Je ne pense pas qu'on va dépasser le niveau pré-pandémie, mais c'est quelque chose à surveiller parce que l'inflation ne semble pas vouloir ralentir très vite et le conflit présentement ne fait qu'amener un peu d'huile sur le feu en termes d'inflation, de pression inflationniste. Donc, c'est ma présentation je pense qu'on a quelques questions déjà. Je vais donner la parole à David dans une seconde. Je pense qu'en termes de message, en termes de conclusion, je pense que le marché des terres agricoles demeure un marché quand même qui démontre beaucoup, beaucoup de force. Je pense que ça reflète aussi l'optimisme dans l'industrie. Il y a des perspectives de croissance intéressantes présentement. Les revenus sont à la hausse. Les taux d'intérêt demeurent, même si on pense que les taux d'intérêt vont augmenter, les taux d'intérêt demeurent bas. Je pense que les perspectives sont quand même assez positives pour le futur en ce qui a trait à la valeur des terres agricoles. Par contre, il faut aussi réaliser que si on regarde la variation de la valeur des terres dans les dernières années par rapport aux revenus, parce que c'est une chose de dire que le prix des terres en dollars à l'acre ou en dollars à l'hectare continue à augmenter, mais si on le met pour avoir une question si les terres sont abordables ou non, il faut le mettre en parallèle avec les revenus qu'on peut générer de la terre. Et si on fait ce ratio-là, prix de la terre moyen versus revenu moyen auquel on peut s'attendre en fonction des rendements et en fonction des prix sur les marchés attendus, bien, ce ratio-là est à son plus haut niveau. S'il n'est pas au plus haut niveau dans une province, il est près de son niveau record. Donc, les marchés, les acheteurs et les vendeurs sur le marché des terres agricoles ont attribué une valorisation très élevée aux terres, et ce qui fait que ce ratio-là, prix par rapport aux revenus, est près de son plus haut niveau s'il n'est pas à son plus haut niveau. Il y a des différences assez quand même qui s'expliquent là, en différentes régions à l'intérieur d'une province, etc. Ce qui fait en sorte qu'on est pratiquement au plus haut de la valorisation qu'on a vu historiquement. Donc ça, c'est aussi un autre donnée à considérer en termes de gestion des risques. Il y a beaucoup de volatilité. Ouais, on s'attend à beaucoup de volatilité en 2022. Mais il faut comprendre que lorsqu'on parle d'achat de terre et que ça s'insère dans un plan stratégique, avec une stratégie de croissance derrière ceci, avec une compréhension des risques financiers, des risques de mise en marché, mais aussi des opportunités d'économie d'échelle, etc. Je pense que historiquement, le modèle de bâtir une équité dans son entreprise avec l'achat de terre a fait ses preuves en termes de succès. Mais il reste que le marché est probablement en termes de valorisation, s'il n'est pas au plus haut niveau, il est très près de son plus haut niveau. Donc, David, je te retourne la parole pour voir si on a des questions au sujet de la présentation ou au sujet du rapport. Super. Merci beaucoup pour ce partage d'infos, Jean-Philippe. J'aimerais mentionner en fait qu'on mettra le lien au rapport des valeurs des terres dans le courriel suivant l'événement. Mais sans trop tarder, passons aux questions. Et la première question, en fait, tu as mentionné qu'on peut s'attendre à 4 hausses du taux d'intérêt ou à peu près. La question est, avec la hausse des taux d'intérêt et du prix de l'essence, est-ce que l'augmentation de la valeur des terres agricoles au Québec va se poursuivre dans les années à venir? Je pense pour avoir une réponse claire, je pense que la réponse est oui. Est-ce qu'on peut s'attendre à un taux d'augmentation aussi rapide, aussi élevé qu'on l'a vu en 2021? Probablement pas. Mais par contre, encore là, on ne peut pas enlever cette possibilité-là parce que les revenus vont pousser à la hausse. Maintenant, la question fait état aussi des revenus nets, parce que je parle beaucoup de revenus bruts, mais il y a aussi la composante que les coûts, les intrants ont augmenté et vont continuer d'augmenter aussi. C'est absolument le cas. Si on regarde le carburant, par exemple, on peut parler là, de la hausse dans les dernières semaines d'un 20 à l'acre, certainement, en termes de profitabilité moindre, juste en termes de carburant. Donc, mais il reste que en faisant une hypothèse de rendement moyen, si on regarde les prix qui sont possibles, auxquels il est possible de vendre présentement et de signer certains contrats, etc., pour livraison différée, il reste qu'il y a encore une profitabilité. Et donc, lorsqu'il y a une profitabilité, ça pourrait pousser encore à la hausse la valeur des terres agricoles. Donc, je m'attends encore à une hausse pour 2022. Par contre, comme je le disais, quelle hausse
pourrait-on dire, être raisonnable, étant donné qu'on est déjà au plus haut point en termes de valorisation. Et c'est ce que je pense qu'il faut faire attention. Tant que les revenus vont être à la hausse, je pense que ça va supporter le marché. Mais lorsqu'on aura des prix qui redescendront, je ne crois pas que ce sera à court terme, mais lorsqu'il y aura des prix qui redescendront, inévitablement, on est dans des marchés, on est dans une industrie qui est cyclique. On a tous vu les cycles dans les années, on est présentement dans un cycle haussier, c'est évident. Mais ces cycles-là peuvent varier et varier assez rapidement. Donc, il faut se prévenir, il faut avoir un bon plan de gestion de risque pour se prévenir contre certaines diminutions. Mais oui, je pense qu'il y a un potentiel pour voir une autre augmentation en 2022, effectivement. OK. Une deuxième question, en fait, qu'on a reçue. La sécheresse a été mentionnée, donc une diminution de rendement dans certaines provinces. Cette sécheresse dans les prairies et les inondations, en fait, plus en Colombie-Britannique et dans l'Est, semble devenir plus fréquente depuis les dernières années. Alors, quelle sera l'influence des changements climatiques sur la valeur des terres agricoles? C'est une question très pertinente et très intéressante. Intéressante parce que, pertinente parce que c'est évident que je pense que dans les dernières années, on ne peut pas nier que des changements climatiques ont eu un impact sur la fréquence des événements extrêmes en termes de météo. Et deuxièmement, intéressante puisque, à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup d'études qui se sont penchées sur le dossier. Ce qu'on aime faire, nous, par exemple, c'est de regarder la valeur des terres en fonction du revenu. À l'intérieur du revenu, bien, ce revenu-là peut être décomposé par rapport au rendement et au prix. Les rendements eux-mêmes sont fonction des conditions climatiques. Et c'est là que je pense que la question est intéressante, c'est de dire de voir, bon, maintenant, à quoi peut-on s'attendre en termes de relation entre rendement et conditions climatiques? On est capable de faire certaines hypothèses puis de regarder la variation des rendements sur une période de 10 ans, etc., mais de vraiment la mettre en lien avec les conditions climatiques et, par exemple, d'être capable de dire, bon, bien, une augmentation de X degrés ou encore une fréquence plus élevée, de plus abondante, etc., c'est vraiment d'être capable d'avoir des variables bioclimatiques et de dire quel est l'impact de ces variables-là sur les rendements. Et à ma connaissance, il n'y a pas encore beaucoup d'études qui le font, mais j'ai confiance que dans les prochaines années, on va avoir beaucoup plus d'informations sur le lien explicite, non pas juste caché à l'intérieur des revenus dont je parlais tantôt, d'avoir vraiment une idée du lien direct entre climat et rendement. Et ça, à ma connaissance, il n'y a pas encore cette information-là. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir attendre un petit peu, mais c'est évident que ça crée plus de variabilité et plus de volatilité sur les marchés. Super, merci. Une troisième question aussi. Tu avais mentionné que le prix des oléagineux avait augmenté avant la guerre. Donc, les prix étaient déjà à la hausse. Mais comme l'Ukraine et la Russie risquent de ne pas pouvoir livrer la même quantité de grains cette année vu le conflit, les États-Unis entrevoient utiliser les terres jachères pour cultiver davantage d'hectares. Est-ce qu'on pourrait voir le même phénomène, excusez-moi, au Canada à court terme? Il y a beaucoup plus de potentiel de voir ce phénomène-là aux États-Unis qu'au Canada, simplement en fonction de l'établissement de programmes gouvernementaux aux États-Unis qui résultent à un potentiel plus élevé d'amener des terres en jachère en production. Donc, je pense qu'on risque d'avoir plus de superficie, vraiment d'aller chercher tout ce qu'on est capable du côté américain. Du côté canadien, on a moins ce potentiel-là. Oui, je m'attends à ce que si on regarde les superficies ensemencées pour 2022 par rapport à 2021, on va être capable d'aller chercher certains hectares additionnels, mais le potentiel n'est pas nécessairement si grand que ça. Et donc, je ne pense pas que ça ait un impact. Tout ce qu'on est capable d'aller chercher, ça va être pour les entreprises qui vont pouvoir le faire, ça va être probablement un bonus en termes de revenus. Mais je pense qu'à l'échelle nationale, si on veut, ou du pays, je ne pense pas que ça risque de créer beaucoup de distorsions sur les rendements ou encore la production attendue pour 2022. Je pense qu'il y a plus de potentiel de ce côté-là, du côté américain, mais encore là, on est tellement loin des inventaires moyens observés dans les 5 dernières années que ça va vraiment prendre, peu importe la superficie, je pense, annoncée pour 2022, ça va vraiment prendre des rendements à tout le moins moyens et je dirais idéalement supérieurs à la moyenne pour pouvoir diminuer les pressions sur les prix que l'on voit présentement sur les marchés. Donc, on reçoit plein de questions. Donc, merci aux participants. C'est super. Une autre question ici. La rareté des terres et l'étalement urbain, est-ce que ça a un effet sur la valeur des terres? Oui. La question, encore une fois, réponse courte et plus simple possible. La réponse, c'est oui.
la difficulté, et quelqu'un comme moi aimerait beaucoup être capable de dire, bon, ben l'augmentation que l'on voit présentement au Québec à 10 ou l'augmentation que l'on voit présentement en Ontario à 22, quelques pourcents, bien, une certaine partie de cette augmentation-là est due à une migration du milieu urbain vers un milieu rural, surtout dans les communautés ou des localisations qui sont près en distance là, des centres urbains, etc. On n'est pas capable de décomposer l'effet de chaque facteur. Quel est l'effet des taux d'intérêt? On a une idée du facteur le plus important. Personnellement, je ne pense pas que l'étalement urbain est le facteur le plus important, mais dans certaines régions spécifiques, il est un facteur très important. En Ontario, il n'y a aucun doute, étant donné l'augmentation que l'on voit présentement en Ontario, vers 22, quelques pourcents, et les revenus qui ont été, somme toute, stables, ben, pour moi, c'est évident qu'il y a un impact. Bon, à savoir la taille de cet impact-là, etc., c'est difficile, c'est pratiquement impossible, même, je dirais, à essayer d'estimer avec précision. Mais il y a un impact, c'est sûr. Je pense que la pandémie a quelque peu renforcé, si on veut, une préférence qui existait déjà, c'est-à-dire pour certaines personnes de regarder la possibilité d'aller dans une distance pas trop loin de la ville, mais d'avoir aussi potentiellement une exploitation à temps partiel, etc. Donc, il y a plusieurs. Je pense que cette pandémie-là a renforcé un peu ce mouvement-là qui existait avant là, déjà, là, ça c'est sûr. Et tout ça fait en sorte que ça crée une pression additionnelle. Mais comme je l'ai dit, c'est difficile à mesurer puisque c'est vraiment spécifique à certaines régions et même, je dirais, à certaines localisations à l'intérieur de certaines régions d'une certaine province. Donc, c'est très localisé comme effet, mais ça existe effectivement, sans aucun doute. Est-ce qu'on peut peut-être aller plus en détail? Comme on voit qu'il y a une augmentation des terres de 10 au Québec, mais pas partout dans la province. Donc, la croissance nulle au Saguenay-Lac-Saint-Jean, est-ce la première fois ou est-ce que ça explique? Y a-t-il quelque chose qui explique le phénomène? Bien, ça, je pense que c'est un bel exemple. Je l'ai mentionné au tout début de la présentation. Ça, je pense que c'est un bel exemple de regarder, parce que nous, on se doit de mettre une date de début et une date de fin sur le rapport. Mais le marché est dynamique. Le marché ne fait pas nécessairement, ne comprend pas en considération nos dates arbitraires du 1er janvier au 31 décembre. Donc, c'est important, je pense, de prendre des fois une perspective d'un peu plus. Quand on a un chiffre comme ceci qui diffère beaucoup de la moyenne provinciale, bien, regardons dans l'année précédente qu'est-ce qui s'est passé. Saguenay-Lac-Saint-Jean, si je me souviens bien, 0 cette année, mais 19, quelque chose, disons 19 d'augmentation en 2020. Donc, si on le prend sur une période de 2 ans, ça grosso modo une moyenne de 10 donc qui correspond à la moyenne de 2021 pour la province. Même chose en Estrie. En Estrie, on a eu une faible augmentation cette année, mais on avait une augmentation très, très, très élevée. On l'a rapporté à 30 quelques pourcents pour 2020. Donc, encore une fois, je pense que si on le prend sur plusieurs sur quelques années, pas plusieurs années, mais sur quelques années, bien, ça donne une idée plus juste un peu de la tendance. Et peut-être que ça donne une meilleure idée aux entreprises de voir un peu la tendance du marché lorsqu'on le prend sur une période un peu plus longue qu'un an dans ces cas-là spécifiques. Plus on s'en va vers une région petite en termes de superficie, bien, plus ces variations-là d'année en année sont exposées à de plus grandes variations. Donc, il faut faire attention de ce côté-là. Puis ça, je pense que c'est une bonne question, que ça permet de le souligner, que des fois, de prendre une perspective plus longue qu'un an est vraiment utile. Alors, on va changer un peu notre fusil d'épaule. Tu as aussi parlé d'avoir un plan stratégique en main pour l'opération. Donc, la question, en fait, c'est pour les jeunes. Ça cible les jeunes. Donc, comment les jeunes pourront-ils acquérir de la terre au prix qu'on voit actuellement, par exemple, en Montérégie? Bien, il n'y a aucun doute que le prix des terres est au plus élevé. Il est au plus élevé en termes de dollars à l'acre ou à l'hectare, mais est aussi le plus élevé en termes de valeur en termes de prix par rapport à la valeur productive de la terre. Donc, ça fait en sorte qu'il est difficile, effectivement. L'accessibilité est difficile, c'est évident. Le prix des terres est élevé. Historiquement, je l'ai mentionné, je pense, dans la conclusion, historiquement, l'idée de bâtir une certaine équité, de posséder certains actifs en production agricole a été une formule gagnante. Si on regarde historiquement les entreprises qui ont bien performé financièrement, etc., bien, ont tous une certaine équité, une certaine base d'actifs sur lesquels ils peuvent s'appuyer lorsque les années sont moins bonnes, etc., etc. Il y a aussi la possibilité d'aller en location pour aller chercher cette complémentarité-là en termes d'échelle de production, etc., mais somme toute, la propriété de la terre a toujours un effet positif sur la performance.
Et je m'attends à ce que, même si on assiste à certains changements structurels dans l'agriculture au fil des années, je m'attends encore à ce que cette formule-là soit une formule qui augure pour un certain succès là, dans le futur. Donc, il n'y a aucun doute qui est plus difficile pour les entreprises qui sont naissantes, c'est-à-dire que ce soit les jeunes agriculteurs ou certains opérateurs, propriétaires qui désirent se lancer en agriculture, qui est plus difficile de se constituer ce fonds de terre-là. Il faut y aller graduellement, il faut y aller aussi de façon le plus innovative possible, d'essayer de se distinguer par certaines méthodes de production, etc. Mais il ne faut aucun doute qu'en ce moment, le prix des terres est très élevé. Super. Donc, je pense qu'on va avoir assez de temps pour peut-être 2 autres questions. Est-ce que la majoration des prix dans le bio va demeurer en rapport avec le conventionnel? Le bio a déjà, je pense que si je regarde les données, puis ça fait un certain temps, je dois admettre que je n'ai pas regardé les données de façon précise depuis quelques semaines certainement, donc sous toute réserve. Mais je pense que la tendance était qu'on voyait une certaine diminution du décalage entre bio et puis conventionnel. Je pense qu'il n'y a aucun doute que la pandémie a renforcé en quelque sorte une certaine préférence pour certaines caractéristiques spécifiques liées aux produits, le bio en étant une. Il reste encore à savoir comment ce retour à la normale-là, après pandémie, savoir si la pandémie est finie ou non, je laisse la réponse aux experts en santé publique, mais dans l'après-pandémie ou encore dans une année où on va être capable de contrôler mieux l'évolution de cette pandémie-là, de voir le retour des consommateurs vers des habitudes de consommation qu'ils ont adoptées après le début de la pandémie versus ce qu'ils avaient avant la pandémie, et de voir ce rebalancement-là. La protéine végétale, par exemple, est un autre bon exemple. On a vu une augmentation des quantités, on a vu le rythme d'augmentation de la quantité des protéines végétales consommées a augmenté depuis le début de la pandémie. Là, on a vu dans les derniers mois un certain rebalancement vers un retour à la normale, entre guillemets. Là. Mais de voir où ce retour à la normale-là va être, c'est ce qui va être intéressant, mais j'ai aucun doute de croire que je facilité à croire que le bio va être encore en grande demande. Par contre, est-ce que les marges, la différence de prix va s'atténuer dans le temps? Bien, c'est probablement un risque à considérer dans la planification au cas où ça se produit, effectivement. Super. Puis je pense qu'on va terminer avec cette question-ci. Donc, en fait, on a parlé du maïs, on a parlé du canola, du soya et tout. Mais dans le rapport, est-ce que les transactions qui impliquent d'autres catégories agricoles, genre les canneberges, les bleuets ou même la sériculture en érablière, est-ce qu'ils sont dans ce rapport-là? Est-ce que tout est valorisé? Pas tout, effectivement. Donc, les terres en culture et comme par exemple la production horticole, etc. Donc, tout ce qui est production de légumes au champ, etc. est catégorisé à l'intérieur du rapport. Par contre, ce qui est acéricole ne l'est pas. Donc, il faut faire vraiment attention là, pour être sûr d'être capable de bien faire la part des choses, mais c'est décrit dans le rapport ce qui est fait mention de ce qui est capturé par notre étude versus ce qui ne l'est pas malheureusement. La production de bleuets, entre autres, est un secteur où historiquement on avait décidé parce qu'on avait assez de transactions qui étaient rapportées pour être capable avec confiance, rapporter un prix spécifique à ces opérations-là. Maintenant, je pense que dans le rapport 2021, on a laissé de côté ce type de production-là parce qu'on était plus ou moins, encore une fois, en termes de données disponibles, être capable d'avoir une bonne idée avec confiance. Donc, il faut faire attention, effectivement. Ça, c'est une bonne question. Les détails sont importants à considérer dans le rapport et ces détails-là sont disponibles dans le rapport. Merci, Jean-Philippe. En fait, j'allais dire, on va couper là, mais les questions continuent à rentrer. Est-ce que c'est correct pour prendre une autre question, une autre 2 questions? Ah, absolument, absolument. OK. Good. Donc, est-ce que le prix pour la location des terres se trouve à augmenter autant que l'augmentation de la valeur des terres elles-mêmes? Le marché de location est un marché qui est plus... Il y a un avantage, il y a un côté positif, il y a un côté un peu moins positif. Le côté positif, c'est que le marché de la location est toujours un peu plus lent à réagir aux variations de valeur des terres, mais dans les deux sens. Alors, lorsque le prix des commodités, par exemple, ou des cultures diminue, bien, ce taux de location-là est très peu malléable, si on veut, à la baisse. Hein? Donc, c'est une bonne chose que le taux de location n'augmente pas nécessairement au même rythme que la valeur des terres, la valeur des actifs, mais
l'autre côté de la médaille, c'est de dire que lorsque les prix redescendent, bien, on voit très peu de diminution des taux de location. Et ça, c'est quelque chose à considérer pour les entreprises. Notre rapport, et je pense sous toute réserve parce que ça me permet aussi de le mentionner, notre rapport sur les taux de location va être disponible au début, en tout cas d'ici la mi-avril. Donc, d'ici un mois, on aura sur notre site web un peu le même type d'analyse. Regarder les taux de location par rapport à la valeur des terres pour comprendre quels ont été les effets en 2021. Là, si on regarde par rapport à 2020, quels étaient les taux de location par rapport à la valeur des terres, puis faire le même exercice en 2021. Donc, on aura une analyse qui sera disponible, je dirais, sous toute réserve, là, vers la mi-avril. Donc, à bien surveiller là, avec le bulletin d'information hebdomadaire que j'espère tout le monde souscrit à FAC où tout le monde est abonné. Vous aurez l'information lorsqu'elle sera disponible en primeur. Super. Et là, on arrive à la dernière question, puis ça a en fait par rapport à l'économie en tant que telle. Donc, l'augmentation du taux d'intérêt ralentit l'inflation, mais est-ce que ça ralentit aussi l'économie? Est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre ça? Oui, effectivement. Pour ralentir l'inflation, il y a deux façons. Il y a soit de ralentir la demande ou d'augmenter l'offre. L'idéal, ça serait que l'inflation ralentisse avec une augmentation de l'offre, c'est-à-dire que la capacité de production des entreprises, les investissements des entreprises, je ne parle pas juste agroalimentaire et agricole, mais la capacité d'investissement, la capacité de production augmente assez rapidement pour pouvoir être capable et que les chaînes d'approvisionnement retombent sur leurs pieds et que cette capacité-là augmente pour répondre à la demande qui est très forte présentement. Ça, c'est la première façon et la façon idéale, si on veut, de solutionner le problème d'inflation. La deuxième façon, bien, certains qui appellent ça la façon de destruction de la demande. C'est-à-dire que si on ralentit la demande, bien, on va être capable, maintenant, les entreprises vont avoir moins de pression à livrer et donc, ça va venir ralentir l'augmentation des prix. Le problème, effectivement, c'est qu'on pourrait se ramasser à devoir augmenter les taux d'intérêt de façon assez importante et à devoir ralentir trop la demande et faire tomber l'économie dans une période sans être récessionniste. En tout cas, à tout le moins, on pourrait assister à une sorte de stagflation, c'est-à-dire une stagnation de l'économie avec une inflation qui reste quand même positive. Et ça, je pense que c'est le danger et c'est le dilemme des banques centrales d'être capable, avec un certain doigté, de venir ralentir pour ne pas faire pivoter l'économie en récession. Le côté positif de tout ça, c'est si on regarde les données d'investissement d'entreprises, certainement du côté des États-Unis, par exemple, il y a des bonnes nouvelles de ce côté-là. Les entreprises semblent investir plus pour développer leur capacité. Mais le conflit génère beaucoup d'incertitudes de ce côté-là. Alors, si on regarde l'Europe, par exemple, qui dépend énormément de l'approvisionnement en énergie de la Russie, bien, ça va être difficile pour eux autres de ne pas faire tomber leur économie en récession en essayant de ralentir l'inflation. Ça, c'est vraiment le gros dilemme. Et il existe effectivement une possibilité qu'on se ramasse d'ici 6 mois avec des perspectives de croissance qui sont très, très faibles et avec une inflation qui est toujours présente. Et ça, c'est vraiment le dilemme auquel les banques centrales font face. La possibilité existe effectivement. Et si je me permets de rajouter, oui. Si on était le cas, bien, ça viendrait ajouter un peu plus d'arguments à ce que je disais tantôt, de dire qu'on va peut-être avoir quelques hausses de taux d'intérêt, mais après ça, on ne pourra plus augmenter les taux d'intérêt. Ça devrait venir stabiliser les hausses de taux d'intérêt si les perspectives de croissance commencent à être moins intéressantes, effectivement. Donc, le plateau que vous avez mentionné. Donc, voilà, merci beaucoup. Nous arrivons en fait à la fin de notre temps alloué. Donc, merci infiniment, Jean-Philippe, pour la présentation et de prendre le temps de répondre aux questions ce matin. On a plusieurs questions. C'est bien de voir la participation des participants. En fait. Merci à tout le monde. Merci à toi, David. Et donc, à vous, chers participants, en fait, je vous remercie pour être là ce matin et aussi pour vos questions. Vous recevrez plus tard aujourd'hui un courriel avec le lien au rapport même, ainsi qu'un lien au formulaire d'évaluation. Donc, dans ce même courriel, tout va être là et il y aura aussi des liens pour s'inscrire aux événements du 30 mars, en fait, le forum FAC, avec, et on vient de l'annoncer hier matin, en fait, le nouveau porte-parole de la campagne de financement d'UPA Développement International, Marcel Groslot. Et le comédien, auteur, conférencier, vous le reconnaîtrez peut-être dans le film Aline, M. Sylvain Marcel, ainsi qu'un événement santé mentale le lendemain, le 31 mars, avec la psychologue Pierrette Desrosiers. Donc, cela termine l'événement. Je vous souhaite donc une excellente journée. Au revoir tout le monde.